Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une update sur notre ami la baleine numéro 3 qui n'est plus du tout la baleine numéro 3 puisque on a vu un mouvement de 60 000 BTC, donc 1,5 milliard en valeur dollar bouger à cet endroit là. Donc on va vraiment aller vérifier ça et évoquer un argumentaire avec différentes possibilités par rapport à cette baleine, et on va faire comme d'habitude l'analyse technique sur Bitcoin, le point météo du jour comme on fait tous les jours. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, mettre un like, un commentaire et éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Qu'est-ce qui m'intéresse là, moi, c'est qu'on casse potentiellement ici le bear flag dont je vous parle depuis quelques temps, donc cette espèce de correction montante parallèle. Donc ça c'est super, on avait eu un premier rejet ici, ensuite on revient tester ici ce biseau descendant ici que vous voyez là, le biseau violet, ce qui est composé de deux droites obliques, et puis ensuite donc on rebondit là-dessus et on repart. Et là on est en train de jouer avec une trend assez vieille. Puisque vous le voyez, c'est la jaune là, et on a une touche l'été dernier, une touche au plus bas ici de la première jambe baissière, on va dire, une touche ensuite au plus bas de la deuxième jambe baissière, celle qu'on a eu au mois de mai, et puis là on est en train d'essayer de la repasser. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Si on arrive à s'installer au-dessus de ça, on peut imaginer que ça va donner un signal très fort de force par rapport à BTC. On voit de plus en plus de gens qui commencent un petit peu à jouer ce breakout, c'est ce que je vais vous montrer sur le sentiment, donc c'est vraiment très intéressant de voir ça. Est-ce que ça va tenir ou pas? Pour le moment, vous le voyez, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec le 0,382 du dernier petit mouvement ici, vous le voyez, celui qu'on a fait sur toute cette amplitude-là. Donc pour le moment, pour moi, le premier high n'est pas réellement cassé. On attendra vraiment de clôturer éventuellement ce soir au-dessus. Vous voyez que hier, on a clôturé à peine au-dessus. Moi, je voudrais une deuxième clôture. Pourquoi je voudrais une deuxième clôture? Parce qu'on commence à rentrer ici dans cette zone là de volume profile où on a très peu de business, et on sait que deux clôtures daily, deux ou trois clôtures daily ici dans cette zone nous donneront éventuellement ce signal que on risque de la traverser entièrement. C'est-à-dire qu'on a des bonnes chances ici, je dirais autour de 70-80% de chances de tout simplement aller remplir la totalité de cette zone au niveau du volume profile. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Si jamais on arrive à clôturer ce soir au-dessus et à s'installer dans cette zone là, ça veut dire que potentiellement on aura ensuite deux Fibonacci à aller chercher qui seront le 0,50 et le 0,618, et moi personnellement j'identifie pas vraiment de résistance à cet endroit là. J'identifie aussi un très gros déséquilibre de prix ici dans cette zone, c'est-à-dire que le prix a accouché très fort vers le bas, donc on a eu peu de business dans cette zone, donc j'opterai pour quelque chose comme ça, où on remplit bien ici toute cette zone pendant un certain temps. Là où il faudra faire attention, c'est dans cette box là, entre les 0,618 et les 0,786, qui s'appelle une zone de rechargement, une reload zone, c'est pour ça qu'on met RLZ, c'est-à-dire que là on va avoir pas mal de shorters qui institutionnellement, théoriquement, auraient raison d'ouvrir un short dans cette zone, c'est-à-dire que on va dire les traders pro ici vont commencer à se manifester et à shorter ce retracement. Retracement vers le haut, quand je dis retracement, là vous comprenez qu'on est en tendance baissière, donc on parle de retracement vers le haut. Donc voilà, après si on considère vraiment tout simplement la totalité du mouvement depuis la TH, vous comprendrez que la zone de rechargement de short, elle se retrouve ici plutôt entre les 50 et les 58, et que on a un premier arrêt qui pour le coup lui se trouve à 37. Pour le moment, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans cette zone. On n'a pas besoin ici, on peut très bien d'ailleurs se retourner ici sur le premier arrêt. Alors désolé, j'ai pas de certitude ici à vous donner, mais en tout cas, je sais que si on termine un petit peu plus haut ici et qu'on commence à venir s'installer un petit peu dans cette zone de volume profile, c'est très bon. Ça veut dire que aller au 28 n'est qu'une question de temps, quoi. Voilà. Après, est-ce qu'on va se faire repousser ici par ce volume profile là, c'est-à-dire tout simplement psychologiquement, qu'est-ce que c'est se faire repousser par ce volume profile là? C'est qu'on a des acheteurs ici qui ont acheté, ils sont sous l'eau depuis un moment,
support, et au moment où ils vont retourner ici dans leur zone d'achat, c'est-à-dire toute cette zone-là, vous voyez, et bien à ce moment-là, ce qu'on risque d'avoir, c'est tout simplement leur volonté de ressortir de ce marché à break-even, c'est-à-dire leur volonté ici ils se sont fait peur, ils ont été sous l'eau pendant maintenant, je sais pas, ça doit faire un mois et demi, le temps qu'on y arrive, peut-être 2 mois. Ils ont été sous l'eau pendant 2 mois, ils se sont fait trop peur et ils ressortent éventuellement tout l'investissement qu'ils avaient fait dans cette zone à break-even, c'est-à-dire au point mort. Donc c'est comme ça que la psychologie d'un volume profile, et c'est comme ça qu'on crée tout simplement des résistances et des supports, c'est-à-dire qu'on va défendre des prix d'achat ou alors on va tout simplement revendre à break-even, donc se faire rejeter par un endroit où on a eu déjà beaucoup de business. C'est exactement ça la psychologie de support-résistance. Voilà pour, on va dire, la petite intro. Je pense qu'on a fait le tour ici au niveau analyse technique. On va regarder le momentum. Est-ce que ce mouvement risque de continuer en termes de momentum, etc. Là, ça m'intéresse de voir qu'on a cette trend de RSI qui a cassé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Ça veut dire qu'on a des bonnes chances d'aller littéralement complètement dans l'over, dans le suracheté, dans la zone du suracheté, ici au-dessus des 70. Ici également, on a les deux droites qui s'écartent et un momentum qui est de plus en plus bullish. Donc on a clairement un momentum qui est dans les mains des bulls. Ici sur le Cypher, je vois pas de fin de cette vague, hein. Vous comprendrez qu'on comprendra qu'il y aura une fin de cette vague quand on verra l'écume là qui commence à se rapprocher et éventuellement même un point de vente en daily, comme vous voyez ici par exemple, l'écume qui se rapproche, point de vente en daily, et ben voilà, on descend. Donc pas de signe de correction ici. Sur le Market Cypher, si vous comprenez pas ce que je dis sur le Market Cypher, n'hésitez pas à voir, je suis allé faire un tuto dédié là-dessus. Sur le Market Cypher, on est sur un money flow, donc l'argent recommence, money flow positif, c'est-à-dire ascendant, donc l'argent recommence à rentrer ici sur sur l'asset Bitcoin, on va dire, et puis là sur le H-Ribbons, puisqu'il est ouvert, donc on va l'analyser. Vous voyez que les deux droites s'écartent, donc on a ici à l'instant T peut-être une capitulation des mineurs qui est de plus en plus forte. La difficulté, vous le voyez, qui diminue, donc ça veut dire qu'on a certains mineurs qui débranchent, etc. Pour le moment, pas de signe de ce côté-là, hein. Vous comprendrez que c'est quand les mineurs recommencent à rebrancher, mais malheureusement, ça arrivera peut-être qu'aux 30 000. On a vu qu'ils ont commencé à débrancher aux 30 000, donc peut-être qu'on aura ce signal de H-Ribbons bleu, donc l'étiquette bleue sur le H-Ribbons qui viendra sonner autour des 32-33. Je pense que c'est la zone dans laquelle on aura cette pastille bleue. Le H-Ribbons est un super indicateur, mais il lag, c'est-à-dire qu'il est en retard. Par contre, bien évidemment, il est très sûr, c'est-à-dire que vous perdez quelques pourcents, une trentaine de pourcents, mais par contre, vous avez un signal qui est plus propre qu'autre chose. À long terme, et là on va se mettre en weekly et on va dézoomer, donc ça va être une analyse technique assez longue, mais je pense que ça vaut le coup de la faire aujourd'hui. À long terme, pour moi, on est toujours dans ce biseau rouge. On casse le biseau violet, et ça c'est magnifique, c'est super. La target de ce biseau violet, elle est à 51. Par contre, on n'est pas obligé ici de casser tout droit, vous le comprenez, les mouvements ne se font pas en ligne droite. Je me tue à l'expliquer depuis un certain temps maintenant. Et on est toujours dans ce gros biseau rouge. Tous les biseaux ici qui sont inclus, que j'inclus, donc ça va dire qu'on va parler du bleu et du violet là sur la figure, font eux-mêmes partie d'un gros biseau rouge qui pour moi n'est peut-être, je dis bien peut-être, pas terminé. Pourquoi peut-être pas terminé? Parce qu'on attendra dans ce type de biseau d'avoir une 2, une 3, et là vous voyez qu'on l'a eu, hein, on a eu les deux touches ici en bas, une 4 qui revient toucher le biseau rouge, et ensuite un retracement de 5. On n'est pas obligé sur la 5 de venir tout en bas du biseau, même si c'est une possibilité, mais assez souvent, je dirais que dans plus de la moitié des cas, on fait une rotation partielle au milieu. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire soit faire un spring et venir ici rechercher les 20 000 $, soit tout simplement aller en bas et donc venir chercher du coup les 10 000 après ce retracement aux 30 ou 40, soit on casse, hein, c'est une possibilité aussi, c'est-à-dire que en fait là vous avez une des vagues qui n'est pas totalement terminée, ou alors tout simplement même ma vision chartiste n'est pas la bonne. Globalement, en tout cas en général, sur les probabilités chartistes, on aura ici une quatrième vague qui revient être rejetée par cette résistance oblique, et on aura soit une rotation partielle au milieu du biseau, c'est-à-dire que on va dire que ici donc la 5 sera ce qu'on pourrait appeler tronquée, hein, c'est assez souvent le cas dans un biseau, soit on revient faire une touche encore en bas, et là on aura notre vrai bottom pour éventuellement repartir.
Ça, c'est des probabilités chartistes, encore une fois, il n'y a aucune certitude hein, dans tout ça, mais moi, c'est mon scénario privilégié qui ferait un petit peu de la douleur sur tout le marché, qui serait tout simplement de revenir taper ici le premier arrêt de la totalité du mouvement. Vous le voyez, là, c'est la zone que je vous ai mis ici en vert, et puis également de se faire rejeter en fait à ce niveau-là. Gros signe de force, donc on peut faire une déviation ici, c'est-à-dire venir chercher la liquidité au-dessus de tout ça. Et ce que je veux vous expliquer aussi et qui est très important, c'est que actuellement, donc je vous ai dit qu'on jouait ici avec le premier arrêt, mais si je repasse en daily, vous voyez qu'on est tout juste venu chercher, alors c'est un concours de circonstances, mais on est tout juste venu chercher la liquidité au-dessus du premier rallye automatique qu'on a eu. C'est-à-dire, on est tout juste venu... on avait beaucoup de stops qui étaient probablement garés ici en short, et on est tout juste venu les chercher. Vous le voyez, on est quelques centaines de dollars au-dessus. Donc là, on est vraiment sur une zone pivot, où soit on se fait rejeter par cette droite jaune dans un premier temps, et donc peut-être qu'à ce moment-là, on reviendra tester le bas du flag, soit on casse et on va vers la zone rouge, et là, vers cette droite rouge, et là on verra ce qui se passe, mais en tout cas si jamais on la casse, c'est un très bon signal qu'on va aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire 37-38. Si jamais par contre on se fait rejeter, on sait on a des bonnes chances de revenir tester ici le plus bas des 28. Donc gros signal de long ou short ici sur cette droite rouge, et gros signal de long également sur la cassure de cette droite jaune, parce que pour moi je n'identifie pas vraiment de résistance ici qui pourrait venir nous stopper, en tout cas jusqu'aux 28 000 $. D'accord? Donc on a quand même 4 000 $ d'amplitude. Je pense aussi qu'il est possible qu'on s'installe et qu'on vienne un petit peu ranger dans cette zone, puisque peu de business a été fait entre les 22 et les 28 000 $. Pourquoi pas venir vraiment filer cette zone et en fait combler ce déséquilibre de marché là. On peut très bien le combler en ligne droite aussi, c'est quand vous tendez un élastique qui repart dans l'autre sens assez fort, ça arrive assez souvent, mais ça serait plutôt une bonne chose que de venir la combler entièrement. Vous comprendrez aussi que du coup, si jamais on fait le mouvement dont je vous parle, c'est-à-dire comme ça et comme ça, tout ça ne se fait pas en ligne droite, hein, bien entendu, encore une fois, et bien du coup on aura quand même rempli ici un petit peu de volume profile et on aura traité pour moi une bonne partie de cette zone si on fait un aller-retour dedans. Voilà, donc désolé, 11 minutes d'analyse technique. On va maintenant passer sur les news. Les news, globalement, pour moi, ça va être simplement une analyse macro de ce qui s'est passé hier sur les marchés. Et vous voyez que hier, Nasdaq a pris 3%, mais Nasdaq est sur résistance. Donc peut-être qu'on va avoir des réponses aujourd'hui. Si on a cassure de ce triangle, c'est bien. Si jamais on reste, et on reste dans ce triangle rectangle, eh bien, je vous ai mis une cassure là vers le haut. Triangle rectangle est une figure à 60-40, donc du coup bon, on a 60% de chances qu'il casse vers le haut et 40% de chances qu'il casse vers le bas. Pour l'instant, c'est ce que je vois. On va attendre un petit peu parce que c'est prématuré de montrer cette figure ici. Mais sur Nasdaq, en tout cas, pour le moment, moi, je pense à un rejet aujourd'hui, sauf si jamais, bien entendu, le marché me dit le contraire. Ici, par contre, ça c'est intéressant. Sur le biseau qu'on avait identifié sur le S&P 500, vous voyez que, par contre, là, on est en train d'en sortir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Les grosses capitalisations américaines qui, ici, vous voyez qu'on a comblé ce gap-là, donc on peut l'enlever, et on se dirige vers une clôture potentielle de ce gap-là. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois une 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le coup, donc du coup, même si si on estime qu'on en rentrait par le haut, une ici, on l'a pas, non, 1, 2, 3, 4, ça peut être aussi un rejet. Voilà, pour le moment, le biseau est pas suffisamment bien dessiné. On a une touche ici, mais je sais pas trop comment on a rien en haut, je sais pas trop comment la rentrer. Voilà, pour moi, on est peut-être sur quelque chose, qui va rejeter. On va voir ça ici, par exemple. Là, vous voyez qu'on est beaucoup plus clean, c'est-à-dire qu'on part vraiment du haut du biseau pour faire une 2, voilà, la première une est descendante, tandis que quand je me mets sur le S&P 500, j'ai pas cette une là qui est tout aussi propre. Donc j'aurais tendance à considérer que le biseau commence ici, mais du coup ça me fait perdre ces 2 points ici de touche, donc c'est un petit peu, voilà, à voir si ce biseau est vraiment valable sur comment dire, S&P 500. En tout cas 3% pour le S&P, c'est super, et cassure en tout cas, parce que ça on peut l'identifier quand même comme une résistance, même si on n'est pas forcément dans le biseau. Cassure de ça, on va peut-être aller chercher ce gap là ici au 4000. Voilà, on verra un petit peu ce que ça dit, en tout cas dans la journée de bourse d'aujourd'hui.
Ensuite, on continue. Je vous fais un petit point sur la market cap dominance qui a reteste ici cette résistance et qui est en train de corriger. Donc ça, c'est plutôt bon. La stablecoin dominance qui corrige et ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Market cap total. Vous voyez qu'on se dirige potentiellement ici vers cet objectif. Le pire qui puisse arriver ici, c'est qu'on ne soit pas dans cette logique ici d'impulsive, mais tout simplement qu'on soit dans une WXY, et c'est-à-dire que là, après, on dump plus bas. WXY qui serait en fait toute une correction montante. On corrige en montant, c'est normal puisqu'on est en tendance baissière. Il n'y a pas de retournement de tendance, il n'y a pas d'impulsive vers le haut. Aucun mouvement n'est fini, mais on fait cette correction complexe qui corrige vers le haut, et c'est normal puisqu'on est en tendance baissière. Donc la tendance ici nous redonnera après derrière ça potentiellement 5 vagues de baisse. Ok. Voilà, Ethereum BTC, je vous ai annoncé hier une correction quand on a touché ici cette grosse trend. Cette correction est arrivée. J'avais plutôt annoncé un retest de ça ici. Ça, on va voir si ça joue. Est-ce qu'on a vraiment monté on a tapé sur une résistance ici au point... alors, on avait cette résistance ici en daily. Elle est peut-être moins puissante. Une petite touche ici, mais c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de point bas ici. J'identifie pas des gros points bas de marché. Alors que sur la résistance weekly que vous avez ici en blanc, là, on a une vraie résistance. Si Ethereum devait retracer, vous comprendrez qu'il le fera en 3 vagues, et donc là, on serait peut-être dans une B. Ça donnerait tout simplement, ici, si je me mets en 4 heures, une A, B et C. Et à la C, on vient chercher cette résistance-là, d'accord ? Objectif, pour l'instant c'est difficile parce que le mouvement de B n'est pas fini, mais globalement si jamais le mouvement de B là s'arrête ici, ce petit rebond de Ethereum contre BTC s'arrête ici, vous aurez un objectif qui commence à 0,61. 0,61, vous voyez que c'est à peu près pile poil la droite que je vous montre, 100%, un mouvement de AB égale CD, c'est-à-dire que là en l'occurrence on viendrait plutôt retoucher ici cette droite là, et 161,8, c'est-à-dire là vraiment dégringolade de Ethereum par rapport à BTC. On va suivre ça de près de toute façon. Est-ce qu'on va faire les news aujourd'hui? On va juste rapidement aller voir le Wall Street Journal et compagnie pour juste simplement faire un petit point. Poutine qui dit qu'il va honorer ses engagements envers le gaz en Europe, c'est-à-dire réparer Nord Stream 1, et puisque Nord Stream est actuellement, en maintenance, et beaucoup d'Européens se demandaient s'il allait faire repartir Nord Stream 1 ou s'il allait couper le gaz à l'Europe. En l'occurrence, là, il nous rassure. Vous voyez que le pétrole corrige là-dessus. Je pense que les commodités ont pris un petit peu. Là, on le voit on a un petit rebond ici, donc dans les dernières heures, du cuivre et du gaz, mais du cuivre et du blé, pardon. Mais globalement, on est en tendance baissière ici sur l'indice global des commodités. Coindesk, est-ce qu'on a des choses autour de Bitcoin? Bon, comme on a fait le point technique, le rallye, on va pas forcément regarder. Voilà, ça nous parle de rallye. Certains analystes qui nous disent qu'on a peut-être une pression vendeuse. The merge trade has begun, c'est-à-dire tout simplement le trade Ethereum on va acheter le passage à l'Ethereum 2, si je peux encore l'appeler comme ça, le passage à The Merge, et puis ensuite il y aura peut-être une vente qui va se faire au moment où on a réellement ce passage. Donc au 19 septembre, peut-être une vente de la news on passe à Ethereum 2.0. Bon voilà, une ferme qui a fermé en Ukraine. Voilà, pas grand chose non plus sur là-dessus. Aujourd'hui, on a les earnings de Tesla qui vont arriver post-market, c'est-à-dire à 22h30 chez nous. Qu'est-ce qu'on a eu comme news aujourd'hui dans le calendrier? On est le 20 juin, on aura les ventes de maisons, rien de bien important, si ce n'est qu'il faut quand même suivre un petit peu le marché de l'immobilier puisqu'il compte dans l'inflation. Et là voilà, une douleur de court terme pour des gains de long terme. Pourquoi les investisseurs ont besoin de s'installer dans ce type de capitulation, c'est-à-dire tout simplement acheter les plus bas. Le moment où tout le monde dit c'est le grand reset, c'est la fin, etc. C'est peut-être éventuellement des points d'achat. En tout cas, c'est ce que nous a prouvé l'histoire jusque-là. Il y aura peut-être un grand reset même demain, mais pour l'instant, l'histoire nous a prouvé que acheter quand personne n'en veut est globalement un bon move. Ensuite, les actions blockchain, on va faire un petit point là-dessus, c'est-à-dire Coinbase
Joli rebond pour Coinbase, vous voyez 12% hier, globalement on a ici des niveaux d'achat. Alors moi j'ai pas racheté de Coinbase ici sur ce point là, mais je commence éventuellement à m'y intéresser. J'ai racheté du Mara à 7,17$, vous voyez qu'on a fait un x2, j'en avais déjà acheté à 50$, déjà à 21$, hein, donc j'ai un point d'achat qui se trouve autour des 21$, donc pour l'instant je suis littéralement en perte là-dessus, mais bon c'est quelque chose que je vois sur le long terme. J'ai racheté du Riot à 4,49$, j'en avais acheté à 26$, j'en avais acheté à 14$, j'ai un point d'achat qui se situe autour de 15 ou 16. Pareil, même chose, pour l'instant on va voir si ça tient ce rebond, etc. Mais globalement pour le moment pas de prise de profit là-dessus. Vous voyez que quand même Mara nous a fait un plus 30%. Mara extrêmement corrélé au prix du Bitcoin parce qu'ils en ont beaucoup, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs dans leur bilan, hein, donc dès que le prix du Bitcoin augmente, forcément la capitalisation théorique de Mara augmente avec. Mara qui est un petit peu mal parce qu'ils ont beaucoup de machines à payer cette année, donc le profil ici est mitigé. On peut estimer que Mara va devenir vendeur dès que Bitcoin va repartir également pour pouvoir payer ses machines. Le sentiment, on va passer très vite dessus, globalement on est plutôt long sur ce mouvement, malheureusement assez peu de shorters, si tant est que si on en a eu quand même, mais bon voilà, ici vous voyez que c'est les points d'achat sur BTC au spot, 261 bitcoin à la vente aux 24 000$, 220 bitcoin aux 23 600$, on a quand même une pression vendeuse ici au spot, vous le voyez qu'on a pas mal d'ordres qui se sont insérés, et on a quelques ordres d'achat aux 23 500 ici, donc vous voyez que c'est assez mitigé. Pour vendredi, on aura toujours un max pain price à 21 000, je crois. Hop, oui, il n'a pas augmenté, toujours 20 000 bitcoins d'open interest et un put call ratio qui augmente, c'est-à-dire que les puts ici ont augmenté depuis hier ou avant-hier. On a eu pas mal de puts qui sont rentrés, c'est-à-dire des gens qui jouent bitcoin à la baisse. Ça peut être des trades de couverture, c'est-à-dire tout simplement on prend des options qui vont dans le sens différent de son trade normal. Maintenant, on va sur les marchés en levier. Marché en levier où vous voyez qu'on a pris ce niveau-là, on a pris également ce niveau-là et on a pris ce niveau-là. J'ai fait la vidéo, on devait être par ici. Vous voyez l'augmentation de l'open interest qui est énorme et globalement open interest où on a au début du long, c'est-à-dire qu'on aura un point de long à prendre ici. Du coup, je le fais avec vous cette fois-ci. Tac, point de long à prendre ici, donc on le met en rouge. On aura également du long à prendre, on va dire, jusque là. Ensuite, grosse position qui s'ouvre en short ici. Donc, vous voyez qu'on a nettoyé depuis ce point-là. Donc, cette grosse position, pour moi, a été nettoyée. Ensuite, l'open interest continue à augmenter sur du long. Donc, globalement, sur tout ce mouvement-là, on avait un niveau à prendre ici, mais vous voyez qu'il a été depuis nettoyé en termes de stop. Je parle pas en termes de liquidation. Ensuite, on déleverage un petit peu, c'est-à-dire que je pense que là, pas mal de monde qui prend profit. On a quand même des petits sursauts de longs, donc il y a eu des longs qui sont rentrés et c'est ça qui a créé ce mouvement-là sur lequel on a nettoyé. Ici, vous le voyez, j'ai un gros short qui s'ouvre, mais il a été nettoyé depuis également. Ici, j'ai plutôt un funding qui est descendant, open interest qui monte. Donc là, ça y est, on a du short là. Là, ça c'est bien. En tout cas, pour que le prix ici fasse son breakout encore plus, c'est que on a du short qui a commencé à rentrer. Vous voyez que le funding est descendant légèrement, alors qu'on a une hausse de l'open interest. Donc tout ça se crée sur un mouvement de shorter. Ici, un gros long qui s'ouvre également sur ce mouvement-là. Donc on va le noter aussi, tac, juste là, hop, on va le mettre comme ça, et puis depuis, on a plutôt un funding qui est descendant et un open interest qui augmente, donc ça égale à peu près ce niveau de short là que je vous ai donné. Donc globalement, voilà ce qu'on a, tout le reste a été nettoyé au milieu, on a quelque chose à prendre au 23 800 et quelque chose à prendre au 23 200, et vous voyez qu'on a quand même accumulé ici du longueur dessous. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de shorter, vous le voyez, on a ce très gros niveau de short à prendre au 32 000 qui pourrait nous aider à aller chercher cette liquidité là-haut. Personnellement, moi j'opterais pour un petit retracement avant de repartir, mais c'est pas vraiment ce que nous disent les résistances. Ça voudrait dire qu'on perdrait toutes les résistances qu'on a cassées jusque-là, donc c'est à voir, est-ce que ça va se passer comme ça ou pas. Sur iBlock, iBlock qui traite des positions en levier sur les 5 derniers jours en essayant d'imaginer leur point d'entrée tout simplement et la valeur de leur position. Vous voyez qu'on a énormément de longueur ici, on a quelque chose comme 12 ou 13 milliards en position leveragée à liquider. La zone vraiment dense ici dans laquelle on pourrait le prendre le plus de pognon, ça serait
ici faire un down jusqu'au 22 300 si jamais on devait casser haussier 24 700. Donc 22 300, 24 700. Ensuite, ici sur Kingfisher, on va aller voir les positions, les poches de liquidité, j'appellerais ça depuis très longtemps. Hein. Pour le coup, autant iBlock est vraiment sur des petites, sur les 5 derniers jours, autant Kingfisher est sur les 5 grosses dernières journées. Et ensuite, on ira faire un gros point sur notre ami la balance, la baleine, qui vient de dumper 20 000 BTC. Donc vidéo peut-être qui va faire une trentaine de minutes, j'en suis désolé. Mais du coup, on a fait un très gros point chartiste ici parce que je pense que c'était important de le faire. Point chartiste, analyse technique, momentum, c'était des choses qu'il fallait, je pense, regarder ici. Qu'est-ce qu'on a là sur Kingfisher? Vous le voyez, on a effectivement cette poche. Je vous ai parlé tout à l'heure, je sais plus de quel chiffre, mais c'est pas grave. Ici, Kingfisher qui nous dit si tu descends à 22, quelque chose, tu prendras énormément de liquidité. Donc là, vous voyez qu'on a pas mal en Bitcoin à venir chercher. Et puis ici, encore une autre poche à venir prendre jusqu'au 21. Donc est-ce qu'on est sur un bull trap? C'est-à-dire que là, est-ce qu'on a trop chargé le train? On est juste allé chercher, on a fait une chasse au stop au-dessus de tout simplement les stops que je vous ai montrés précédemment. C'est-à-dire que pas mal de monde avait tout simplement donné du stop en disant on va être baissier. Donc du coup, je vais garer mon stop exactement au point où on avait rebondi quand on a baissé, c'est-à-dire ce point-là, là, ici, les 23 qui correspondent parfaitement au premier arrêt, les 23 266, c'est-à-dire on va se retourner au premier arrêt et on descend. Est-ce que là, on est en train de chasser ces stops-là et ensuite on va se retourner et on va dorénavant aller chercher la liquidité de tout le monde, peut-être même sur ce niveau-là? Ou alors, est-ce qu'on va effectivement casser cette trend jaune et est-ce qu'on va s'installer durablement dans ce niveau-là? C'est-à-dire, soit on fait un dernier mouvement éventuellement en bas du flag là avant de repartir ou de casser vers le bas, hein, c'est une possibilité aussi. Soit on casse vers le haut. Personnellement, en fait, c'est kiff-kiff parce que d'une certaine manière, pour moi, dans mon scénario, hein, si on vient visiter le haut du biseau là ici rouge, bien entendu, je vais dropper une partie de mon bag, notamment altcoin. En fait, tout ce que j'ai acheté vraiment tout en bas, je pense que je vais assurer le coup ici et en vendre une partie pour que si jamais on dip, revenir racheter éventuellement plus bas, revenir racheter à nouveau sur ces niveaux-là et donc du coup augmenter mon bag dans sa globalité. Si jamais on se retourne ici, on partira plus léger parce qu'on aura plus de shorters ici qui vont probablement se manifester. Là, on a un sentiment qui est quand même relativement très bullish parce que tout simplement on a été très bear pendant un certain temps. Donc aux premières bougies vertes, tout le monde s'excite un petit peu. Et du coup, si jamais on se retourne ici, on continue à travailler la machine à laver, plutôt entre les 18, où on va donner un niveau de nominal de 16 000, par exemple, si on venait juste chasser les stops là-dessous, un niveau nominal de 16 000, entre les 16 et les 23, on continue la machine à laver dans ces eaux-là, et là, on pourra accumuler suffisamment de shorters pour éventuellement aller visiter le biseau ici. Voilà, moi je préférais qu'on aille en haut du biseau là maintenant, mais bon, si on redescend, pour moi c'est à peu près kiff-kiff, je rechargerai encore un petit peu dans ces niveaux-là. Voilà, globalement pour moi, on est vraiment sur une zone pivot là, en tout cas, où beaucoup de réponses vont être données cette semaine. On a très souvent des rallyes d'été sur BTC qui corrigent à la fin du mois d'août. On a aussi le meeting de la Fed dans une semaine, donc ça va nous donner de la volate. Haussière ou baissière, c'est pas la question, mais ça va nous donner de la volate, c'est sûr. On n'est pas sur des bases solides ici d'un rallye on n'est pas sur des bases solides. Comment expliquer? Il va y avoir un retracement, c'est sûr. La question, c'est quand et à quel moment et quelle résistance entre-temps on va venir breaker. Voilà. On passe sur notre ami la baleine. Je vous ai montré ici cette adresse hier qui avait, ne serait-ce que hier matin encore, 132 000 BTC et qui, là, à l'instant T, vient de dumper 61 000 BTC. Où sont partis ces BTC? On a fait ici l'analyse ensemble. D'abord, il passe par un wallet Coinbase. C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est que c'est pas simplement ici un split de portefeuille que nous fait cette personne. Il passe d'abord sur un wallet Coinbase et ensuite, il transite par ce wallet Coinbase pour finalement terminer sur un wallet non identifié. Et vous voyez qu'on retrouve ici les 61 000 bitcoins manquants. Donc quand j'ai fait ma vidéo hier, il avait entamé ce mouvement, il avait fait que 15 500 bitcoins, mais on retrouve ce wallet ici, juste tout simplement, on bouge d'un wallet à un autre. Est-ce que ceci, et c'est ce que je vais vous montrer ici, l'argumentaire que j'ai commencé à faire, on a du pour et du contre. Par rapport à cette whale qui dump 60 000 BTC sur un autre portefeuille, on a du pour et du contre.
d'abord, cette whale ne vend que les jambes haussières. On l'a vu, elle est très bien gérée. Ce portefeuille est très bien géré. En général, elle vend quand ça monte et elle achète quand ça descend. Donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'elle sent qu'il y a un pump à venir? Ça peut être tout simplement ça. Maintenant, la moitié de son wallet en BTC qui viennent ici, c'est-à-dire 60 000 BTC, qui viennent sur un autre portefeuille en transitant par Coinbase. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le wallet de transition que je vous ai montré, peut-être qu'il appartient pas à Coinbase, que c'est une erreur de la part de BitInfoCharts, mais théoriquement, BitInfoCharts vérifie vraiment ces infos avant de les mettre. Donc, pour moi, il appartient à Coinbase. Le portefeuille dans sa globalité, je parle du premier, celui qui contenait 132 000 BTC, ça a été démenti par Coinbase que ce portefeuille leur appartenait. Binance a dit c'est pas à nous et Coinbase a dit c'est pas à nous. Donc on sait que ça peut être à quelqu'un d'autre, ou un autre exchange, ou alors ça peut être même potentiellement le créateur de Coinbase qui a ses propres bitcoins et du coup ils sont copains. C'est ce que je dis ici dans cette analyse qui dit cette whale peut faire de la manipulation on-chain, c'est-à-dire dire j'étais une grosse baleine avant mais j'ai dumpé 60 000 BTC. Qu'est-ce que ça nous dit sur Glassnode du coup? Ça veut dire retour des BTC sur les exchanges, donc c'est plutôt un signal baissier, et ça veut dire également passer par Coinbase, donc ça veut dire potentiellement ça va dumper, on part à la vente. Est-ce que c'est pas des copains ici? Est-ce qu'ils sont pas au lit ensemble? Et est-ce que c'est pas juste une manipulation on-chain comme ça arrive assez fréquemment sur BTC? Beaucoup de monde aussi suivait cette baleine, donc ça pour moi c'est intéressant de le voir, c'est-à-dire que beaucoup de monde suivait cette baleine, donc du coup peut-être qu'elle essaye aussi de splitter ses portefeuilles. Je pense que, et c'est ce que je dis là, c'est plutôt dans les portefeuilles négatifs. D'abord, si jamais ce portefeuille est un portefeuille de Coinbase mais non custodial, c'est-à-dire quand vous avez vos BTC sur Coinbase crée une adresse, donc elle crée un portefeuille sur la blockchain, mais qui lui appartient à elle, ça veut dire que les BTC sur Coinbase ne vous appartiennent pas à vous, mais par contre elle vous crée un sous-portefeuille qui est à vous. Donc peut-être que ce portefeuille est non custodial de Coinbase, pas encore identifié par BitInfoCharts comme étant un portefeuille d'exchange. Comme ça a transité par Coinbase, ça serait assez bizarre qu'ils les envoient sur un exchange pour ensuite les renvoyer sur un cold wallet. Pourquoi passer par Coinbase à ce stade-là? Quel est l'intérêt? Pourquoi ne pas faire cold wallet vers cold wallet, tout simplement? Quel est l'intérêt de payer des frais Coinbase par rapport à ça? Peut-être qu'ici, on a une stratégie, quelque chose d'autre qui se met en place. Cette whale n'a jamais autant bougé de BTC d'un coup. Et on peut ici réfléchir à qui est cette whale. Certains ont attribué le portefeuille à MicroStrategy. Je pense pas que ça soit le cas personnellement, mais bon, pourquoi pas, ça correspond à peu près à leur nombre de bitcoins. Ça pourrait être une entité, ça pourrait être une personne privée. Je pense pas que ça soit un hedge fund, parce que si c'était un hedge fund, le fait de mettre tous ces BTC au même endroit est relativement bizarre. Ça sous-entend un problème d'ego, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, regardez, mon adresse est la baleine numéro 3. Je suis la plus grosse personne, le plus gros portefeuille non identifié avec 132 000 BTC dessus. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. C'est-à-dire, ça fait 1 an ou 1 an et demi que cette personne essaye de nous montrer quelque chose. Donc, là, il y a une vraie question. Si c'est une personne privée, je pencherai pour un problème d'ego, c'est-à-dire ne pas splitter le risque sur 10 portefeuilles, 13 portefeuilles à 10 000 bitcoins me paraît ici un petit peu insensé. Enfin, c'est pas très sensé ici de mettre, si vous faites hacker ce portefeuille, les clés en particulier de ce portefeuille-là, par exemple, et ben vous perdez 3-4 milliards d'euros. Donc on ne parle pas ici de petites sommes. Donc ça me paraît ici plutôt équivalent à une personne privée, ou alors tout simplement on est en train de construire un espèce de hoax, un très gros, ici on est en train de construire un petit peu une sorte de légende et on essaye de nous montrer autre chose. On a aussi la possibilité que ça soit un portefeuille de wash trading, et ça on l'a vu sur Binance qui a pas fait attention à un moment donné, et on a vu un très gros portefeuille Binance apparaître, et en fait ces portefeuilles servent à faire du wash trading. Ça n'est pas interdit en crypto, c'est interdit sur les marchés traditionnels, mais ça n'est pas interdit en crypto.
de faire du spoofing et du wash trading. Qu'est-ce que c'est que du wash trading? Ben, c'est tout simplement les exchanges qui se vendent à eux-mêmes et qui s'achètent et qui se vendent à eux-mêmes qui du coup créent des faux volumes. Donc là, on aurait en l'occurrence la création d'un faux volume vendeur, c'est-à-dire ce portefeuille passe par Coinbase. Coinbase donne un faux volume vendeur du coup, mais finalement Coinbase rachète. Donc Coinbase a démenti que ce portefeuille lui appartenait, mais elle n'est pas légalement ici obligée de dire que ce portefeuille lui appartient effectivement. Donc ça, c'est une possibilité, c'est-à-dire on crée des faux volumes en se rachetant à soi-même tout simplement les mêmes BTC qui ont été vendus. Ensuite, on a la possibilité de cash and carry, c'est-à-dire tout simplement ce mec est allé faire et il est allé acheter des dérivés pour finalement revendre du spot. Alors en général c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire j'achète du spot pour revendre des dérivés, c'est-à-dire tout simplement vous jouez le spread ici, mais je trouve que les spreads en ce moment sont pas extrêmes entre les perps et les dérivés, donc pourquoi ce mec-là a pas fait ça avant? Pourquoi faire ici 60 000 BTC de cash and carry alors que finalement cet arbitrage ici n'est pas forcément, c'est pas forcément pile poil le moment de le faire. Donc ça c'est plutôt pour moi quelque chose qu'il a pu faire par le passé, on l'a vu souvent faire 1000 BTC, 1500 BTC, dedans, dehors, etc. Souvent en transitant par Coinbase derrière. Donc voilà, à voir aussi. Et puis on a la possibilité simplement, et ça c'est on va dire le point le plus inquiétant, je dirais, que ce mec va vendre 60 000 BTC effectivement au spot, que c'est effectivement un portefeuille non custodial de Coinbase, et que ce mec va essayer de créer un dump massif, tout simplement pour ensuite récupérer avec ses dollars plus de BTC. Ce mouvement de dump va créer une sorte de boule de neige, qui lui-même crée une avalanche, qui lui-même crée un dump massif, et puis là, du coup, avec 60 000 BTC de pression à la vente, on a vu ce que ça donnait avec Luna, juste avec 80 000 BTC, eh bien, vous créez tout simplement le mouvement dont vous avez besoin, et ensuite, vous attendez le point bas pour racheter en DCA beaucoup plus bas. L'idée ici, vous le comprenez, c'est tout simplement de faire du market making massif, c'est-à-dire tout simplement contrôler le prix de par la puissance de son portefeuille. Donc vous voyez qu'il y a du plus et du moins, il y a du bon et du contre, il y a du pour et du contre. C'est pas forcément ici un signal baissier. Le problème, c'est qu'on peut pas trop savoir. C'est un petit peu inquiétant d'une certaine manière de voir que vous voyez que ce portefeuille est tout neuf là, et d'un coup, boum, il monte en place numéro 11 avec 61 000 BTC. Donc on parle ici quand même de la plus grosse baleine du Bitcoin, si tant est que ça soit une entité et que ça soit pas effectivement un portefeuille de wash trading qui appartient à Coinbase. Je pense avoir fait le tour, j'espère que vous avez tout compris là-dessus, que c'est donc pas forcément un signal baissier, que si jamais c'est un signal baissier, il est extrêmement baissier, et que ça peut être un signal haussier, c'est-à-dire tout simplement que ces bitcoins se préparent à être vendus pendant le prochain bull run. Néanmoins, on n'a pas vu cette baleine faire des mouvements aussi importants avant, et où ça peut être aussi tout simplement, je split mon portefeuille en deux, mais dans ce cas-là, pourquoi passer par un portefeuille Coinbase au milieu? C'est ça que je comprends pas effectivement dans la logique. Donc soit il est copain avec Coinbase et effectivement ça passe par Coinbase pour tout simplement repasser sur un autre portefeuille et ça permet une manipulation on-chain, soit ce portefeuille, malgré le fait que ça a été démenti, appartient effectivement à Coinbase tout simplement. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est tout ce que je voulais vous montrer ici. Ça a duré un petit peu de temps, mais je suis content d'avoir bien fait le point là-dessus, d'autant plus qu'on commence à atteindre des niveaux, 61 000 BTC, ça commence à atteindre des niveaux quand même relativement importants. C'est pas ça qui va bouger le prix énormément sur la longueur, c'est ça que je veux dire ici, et c'est ce que je vous ai expliqué quand on a parlé des BTC de MTGOX, CoinMarketCap, voilà. Le volume d'échange ici sur Bitcoin à la journée total, le volume d'échange sur Bitcoin à la journée, il est de 50 milliards. Donc 3 milliards sur 50 milliards, c'est rien. Par contre, si ce mouvement se fait en 5 minutes, et là on sait que c'est possible, puisque cette personne a 60 000 BTC sur un portefeuille qui est potentiellement lui-même un de ses portefeuilles, un sous-portefeuille de Coinbase, donc qui appartient à cette personne. Donc ces BTC se préparent potentiellement à être vendus. Si jamais ça se fait en 5 minutes, là ça risque de faire mal, parce que tout simplement, vous voyez que le carnet d'ordre, il est vide en ce moment. C'est ce que je vous ai montré ici tout à l'heure sur Trading Light. Admettons qu'on va aller sur Coinbase, par exemple, pour voir un petit peu... il est là. Voilà, BTC USD, ici sur Coinbase. Admettons que ce mec dump 60 000 BTC d'un jour à un moment sur Coinbase. Excusez-moi. On pause.
Excusez-moi. Donc du coup ici, voilà, si on avait une pression vendeuse de 60 000 BTC sur Coinbase, admettons, alors ça va être une vidéo longue, mais je pense que ça peut intéresser du monde. Et bien ici, vous le voyez sur le carnet d'ordre, j'ai même pas 1000 BTC ici. Ici 44, ici 18, 28, vous voyez que c'est très peu liquide sur Coinbase. Hein. Donc on pourrait se retrouver ici avec un spread sur Coinbase quasi à 12 000 $ en 5 minutes. Si tout le monde suit en même temps, si les arbitrages se font, etc. Et s'il ne fait ça que sur un exchange, les autres exchanges, le prix sur les autres exchanges vont suivre parce qu'il y a des arbitrages. C'est-à-dire j'achète sur si à un moment donné j'ai du BTC à 12 000 $ que sur Coinbase, les bots vont tout simplement faire leur boulot et ils vont venir acheter du BTC à 12 000 $ sur Coinbase et le revendre sur Binance, qui va faire baisser le prix sur Binance. Et tout simplement, les bots ici d'arbitrage font leur boulot et donc du coup, les prix vont également baisser sur tous les exchanges en même temps. Donc 60 000 BTC si jamais ils sont vendus d'un coup. Je voulais juste vous faire comprendre ici que si jamais ça se fait vraiment en 5 minutes, ça peut commencer à être un petit peu costaud. Je pense que j'ai fait tout le tour de ce que je voulais dire. Vidéo un peu longue aujourd'hui, hein, mais parfois il faut faire le tour un petit peu de la question. L'idée c'est pas forcément de faire du tout cuit et du rapide, de faire du micro-ondable comme j'appelle de temps en temps, mais c'est ici bien entendu de tout expliquer. On a un breakout, donc je vous explique la situation technique et là où on aura des vrais signaux. Enfin je vous explique, non, je vous fais part de mon opinion d'ailleurs, parce que je déteste parler comme un prof. Et à l'inverse, on a ici ce mouvement sur cette grosse baleine qui est à la fois inquiétant ou qui peut être en tout cas le signe d'une... Ça peut être à la fois une bonne news comme une mauvaise news. Comme ce mec est en général vendeur sur les jambes haussières, bon voilà, après il aurait bougé 3000 BTC, je serais plutôt optimiste. Mais là on parle quand même de 60 000 BTC, donc du coup il faut faire attention. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications et venez le dire en commentaire, mettez un like aussi, très important les likes, c'est vraiment ça, j'ai remarqué qu'ils poussent les vidéos vers le haut par rapport aux recommandations et toutes ces choses là, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Plus de gens sur la chaîne veut dire plus de temps, veut dire plus de temps passé pour dédier des vidéos au Bitcoin et aux analyses altcoin. Aujourd'hui, j'ai un peu des trucs à faire, donc je sais pas si je vais faire une analyse altcoin. Je pense que oui, parce qu'elle est quasi prête, donc ça devrait pas me prendre trop de temps. Et ça sera probablement, aujourd'hui, ça sera probablement Audius, donc le projet de remplacement sur le Web3 de Spotify. Projet très intéressant, on va dire, avec plateforme décentralisée, etc. Une bonne rémunération des artistes, donc potentiellement une adoption par les artistes assez rapide. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent potentiellement faire partie des narrations Web3 qui nous intéressent. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, on va faire la question, le commentaire à la con du jour. On en a beaucoup fait sur la musique. On va maintenant parler de cinéma. Quel est pour vous le film, quel film vous a fait pleurer, voilà, quel est le film sur lequel vous avez été le plus émotionnel et vous n'avez pas pu vous empêcher de verser une petite larme. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée à tous, merci de votre suivi quotidien et on se retrouve demain pour un point BTO sur le Bitcoin et peut-être aujourd'hui pour une analyse du Audius. À bientôt, ciao.